On est au point. Ça marche, ouais. Ouais. Donc c'est un hommage à Emmanuel Levinas à l'occasion des 30 ans de sa mort et des 120 ans de sa naissance, que la 6e édition du Salon du Livre des Non-Juifs de Montpellier souhaitait célébrer en cette année 2025. Et c'est tout naturellement à Gilles Anus que l'équipe s'est adressée pour nous présenter aujourd'hui la complexité de son œuvre philosophique. Œuvre qui s'est élaborée en dialogue critique avec la grande tradition philosophique occidentale, Husserl, Heidegger, Descartes, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre et d'autres, mais aussi en dialogue avec la tradition juive et l'étude des textes bibliques fondamentaux. Emmanuel Levinas développe ainsi une philosophie centrée sur l'éthique de l'accueil de l'autre, sur la notion de visage qui incarne la vulnérabilité et sur la responsabilité pour autrui. Il fait une critique radicale de toute pensée totalisante. Il développe la notion de ce qu'il appelle l'être juif, qui dépasse le simple sentiment religieux pour devenir un mode d'existence. Il en fait ainsi presque une catégorie philosophique. Gilles Anus va développer bien sûr ces notions complexes avec ses talents de pédagogue que nous lui connaissons, car il n'est pas tout à fait étranger à Montpellier. En effet, il a eu plusieurs fois l'occasion d'y être invité par certains d'entre nous, et il nous a proposé il y a quelques années un séminaire fort intéressant d'ailleurs sur la philosophie de Béni Lévy, dont la pensée s'est construite pour une grande part dans un dialogue avec celle d'Emmanuel Levinas. Pour ceux qui ne connaissent pas Gilles Anus, je vais donner quelques éléments de sa biographie. Il est philosophe, docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image. Il enseigne depuis une trentaine d'années la philosophie dans des lycées publics de la région parisienne. Il dirige par ailleurs les cahiers d'études lévinassiennes, qui est la revue de l'Institut du même nom, fondée à Jérusalem en 2000 par les philosophes français Béni Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, et réunissant des philosophes intéressés par l'œuvre d'Emmanuel Levinas. Initialement dirigé par Béni Lévy jusqu'à sa mort en 2003, l'Institut est désormais basé à Paris et actuellement dirigé par son fils René Lévy. La revue que Gilles Anus dirige est annuelle. Elle rend compte des travaux de l'Institut et de son séminaire. Elle offre des traductions inédites de textes d'auteurs proches de Levinas, notamment Franz Rosenberg, recense ses ouvrages parus dans de nombreuses langues autour de Levinas et de son œuvre. 21 numéros ont paru depuis la création de la revue, consacrés à des thèmes variés comme le monothéisme, le mal, Levinas, Sartre, le travail et bien d'autres. D'ailleurs, ces revues sont en vente à côté, dans la librairie. Pas toutes d'ailleurs, c'était trop. Et de très nombreux auteurs, une centaine, y ont collaboré, en plus des membres de l'Institut, Jean-Claude Miner, à Catherine Chabier, en passant par Didier Daninck. Très investi par ses diverses missions éducatives et éditoriales, Gilles travaille à sa propre œuvre. Il a publié 11 livres à ce jour et a traduit de l'allemand plusieurs textes de Franz Rosenberg. On relève dans son épaisse bibliographie quelques titres que je vais vous énoncer. L'un est l'universel, lire Levinas avec Béni Lévy, donc c'était une lecture déjà de Levinas, en 2007.
Échappée à la philosophie, lecture de Lévinas à nouveau en 2012. Une langue unique, Rousseau, Babel et la civilisation en 2024. Mais avant de donner la parole à Gilles, je vous propose, à travers une brève biographie d'Emmanuel Levinas, d'entrevoir l'influence de ses expériences personnelles, en particulier de la guerre, sur sa réflexion sur la responsabilité de l'homme face à la souffrance et à la vulnérabilité d'autrui. C'était un peu pour contextualiser, parce que on verra tout à l'heure comment Gilles a décidé de travailler cet hommage. Donc Emmanuel Levinas, je pense que pour certains connaissent la biographie, mais enfin c'est bien de la rappeler, je pense, est né le 30 décembre 1905, qui correspond en fait au 12 janvier 1906 du calendrier grégorien, à Kovno, au sein de l'Empire russe, sur un territoire qui correspond à la Lituanie actuelle. Il est le fils de Yerkiel Levin et Deborah Gurvik. Il a deux frères, Boris et Aminadab, dont il est l'aîné. Il vit au sein d'une famille juive traditionnelle ouverte sur le monde. Son père est libraire et la famille parle yiddish, lituanien et russe. Un professeur particulier enseigne l'hébreu aux trois enfants. Enseignement axé principalement sur l'étude de la Torah. Levinas est ainsi polyglotte dès l'enfance. La guerre de 1914 pousse la famille à fuir vers Kharkov, région située en Ukraine actuelle, on connaît, Kharkiv, on a entendu parler. Il est admis au lycée malgré le numerus clausus permettant à seulement 5 enfants juifs d'y étudier. Il y reste jusqu'à l'âge de 11 ans avant de revenir en Lituanie où il va terminer sa scolarité. Il lit les grands écrivains russes, Pouchkine, Lermontov, Gogol, Tourgueniev, Dostoïevski, Tolstoï, ainsi que les grands écrivains de l'Europe occidentale et notamment Shakespeare. En 1923, Levinas cherche à s'inscrire à l'université en Allemagne. L'antisémitisme ambiant l'empêche d'y être admis. Se rend alors en France, à l'université de Strasbourg, pour suivre des études de philosophie jusqu'en 1927. Il y rencontre Maurice Blanchot, avec qui il restera ami jusqu'à la fin de ses jours. Il quitte la France en 1928 pour l'Allemagne. Il vit à Fribourg, il est l'élève du Serle et de Martin Heidegger, et il fait l'apprentissage de la phénoménologie. Levinas retourne à l'université de Strasbourg, il soutient sa thèse de doctorat de philosophie en 1930, consacrée à la théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Puis il s'établit à Paris, il obtient la nationalité française en 1931, puis se marie l'année suivante avec Raïssa Lévy, avec qui il aura 3 enfants, Eliane, décédée en bas âge, Simone et Michael plus connu, puisque c'est un grand pianiste et un compositeur contemporain. Fin 1939, à la déclaration de la guerre, Levinas s'engage volontairement et devient adjudant dans l'armée. Il est fait prisonnier de guerre, restera 5 ans dans un stalag près de Hanovre, en Allemagne, avec de nombreux prisonniers de différentes nationalités. Là, il y apprend le néerlandais, une langue supplémentaire. Il rédige ses carnets de guerre et l'essentiel de son livre « De l'existence à l'existant » qu'il publiera en 1947. Sa femme et sa fille ont pu se réfugier pendant la guerre chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, près d'Orléans. Presque toute sa famille restait en Lituanie, dont ses parents et ses 2 frères ont été massacrés par les nazis pendant l'occupation allemande entre 1941 et 1944. De retour de Stalag en France, il trouve à Paris le soutien actif de la communauté académique, tel Jean Val, fondateur en 1947 du Collège philosophique, qui l'incitera à publier en 1961 sa thèse d'État
totalité et infinie. Et il y aura aussi le soutien de la communauté juive, tel René Cassin, président de l'Alliance israélite universelle, qui le nommera directeur de l'école israélite orientale, l'ENIO, 6 bis rue Michel-Ange à Paris, école dans laquelle j'ai été pendant 3 ans. Et donc j'ai vécu avec Emmanuel Levinas, souviens-toi. Et on peut résumer un petit peu. Pardon? On peut résumer un petit peu parce que je voudrais bien qu'on écoute Gilles. Ouais. Et mais on parle de Levinas. Mais on aimerait bien écouter Gilles. Et je résume pas, j'ai fini, j'en ai pas pour longtemps. Et l'école située dans l'ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Alors là, il y a vécu plusieurs décennies, jusqu'en 30 ou 34 ans. Il y a travaillé pendant 24 ans dans cette école. Durant toute sa carrière, il régnera au sein de cette école une vie intellectuelle intense. C'est lui qui donnait des cours de philosophie aux élèves et chaque Shabbat donnait son commentaire de Rashi concernant la section de la Torah de la semaine devant un public très nombreux. C'est ainsi dans ces années d'après-guerre qu'il fut lui-même initié à une certaine lecture du Talmud par le fascinant monsieur Chouchani, dont le parcours singulier a été évoqué au dernier salon du livre par Sandrine Schwartz et qui a contribué au renouveau de la pensée juive de l'après-guerre. Emmanuel Levinas a une trajectoire universitaire tardive. En 64, il commence à enseigner à l'université de Poitiers. En 67, il est nommé professeur à l'université Paris-Nanterre. Et puis en 73, il rejoint la Sorbonne où il enseigne jusqu'à sa retraite en 76. Pendant toute cette période, il publie des œuvres majeures, dont Humanisme de l'autre homme et Autrement être, et ne cesse d'occuper la fonction de directeur de l'UNIO avec autant d'attention à la réussite de ses élèves. Emmanuel Levinas meurt le 25 décembre 1995 à l'hôpital Beaujon à Clichy, quelques mois après son épouse Raïssa. Gilles va nous présenter un hommage à Emmanuel Levinas, son hommage lié à son propre cheminement philosophique qui a débuté par la rencontre décisive avec la pensée de Benny Lévy il y a une trentaine d'années et dont il est le disciple. C'est cette rencontre qui depuis l'a conduit sur le chemin de la philosophie et des philosophes juifs, en particulier, et en une relation à l'étude juive profonde et à la relation à l'étude juive profonde. Voilà. Merci Gisèle. Alors, du coup, ce sera un hommage, ce sera un petit peu une conférence, on va dire, mais je vais essayer de la faire vivante. Je l'ai intitulé « Penser en étranger ». Voilà. Alors je vais aller vite sur le début, puisque ça va reprendre un certain nombre de choses que Gisèle a dit. Tout simplement, effectivement, ça fait près de 120 ans, pas tout à fait, mais presque, qu'est venu au monde celui qui allait devenir un des philosophes français les plus importants du XXe siècle, ou plus précisément de l'après-Deuxième Guerre mondiale, deuxième moitié du XXe siècle, qui est Lévinas. Il est contemporain, à 6 mois près, de Sartre. Pour donner l'ampleur de l'époque, contemporain de Sartre, et Lévinas, qui a disparu donc, il y a 30 ans, n'a pas été, quant à lui, comme Gisèle l'a dit, d'emblée français, il est devenu. Ça a son importance, on va voir. Et de fait, son parcours se distingue, et j'y reviendrai à la toute fin, se distingue de celui de la plupart de nos grands intellectuels, français, je veux dire, quasiment tous passés par l'école normale supérieure. Pas le cas de Lévinas. Il est né en 1906, donc 5 ou 6 dans les calendriers, mais 6, en Lituanie, à Kovno. Il a grandi en partie dans ce pays, avant que la famille ne quitte en 1914, donc Kovno pour Kharkov, devant l'avancée des troupes allemandes. Et puis, ils y sont revenus en 1920, et il a grandi au sein d'une famille juive, respectueuse de la tradition et ouverte au monde, tu l'as dit. Il a été, ça aussi, numerus clausus oblige, l'un des rares élèves juifs de son lycée, 5, tu l'as aussi dit, et à 18 ans, 17-18 ans, il a rejoint la France pour y faire ses études. Pourquoi la France? Alors, il a essayé l'Allemagne, mais parce que la France, à l'époque, était le pays où un grand écrivain avait résolument pris la défense
d'un officier juif injustement condamné. Et de plus, la France constituait à cette époque une destination désirable pour un juif souhaitant acquérir des formations universitaires d'excellence ou accéder au sommet de la culture. Je cite Lévinas dans un entretien, voilà ce qu'il dit. Vous savez, on connaissait le nom de Dreyfus partout chez les juifs de l'Europe orientale. De vieux juifs avec des barbes qui n'ont jamais vu une lettre latine de leur vie parlaient de Zola, qui était un saint. Lévinas. Il arrive à Strasbourg en 1923, mais c'est pas par les Français. C'est pas par les Français, il doit l'apprendre, et il l'apprend sur le tas, il l'apprend en suivant les cours à l'université. Et il assiste à un certain nombre de cours de professeurs dont il a gardé un souvenir reconnaissant, qui partagent ou non leurs vues intellectuelles. Il a une formation à ce moment-là. Et en puisant aux sources littéraires les plus classiques. Je le cite à nouveau dans le même entretien. Alors avec une sorte de jovialité invraisemblable. Ah, les langues ne sont jamais un obstacle. Les langues ne sont jamais un obstacle. La première année, je lisais du Corneille. Édition avec des notes en consultant sans cesse mon dictionnaire. Et aussi, je me souviens, un roman de Georges Sand, avec le dictionnaire aussi. Mais en arrivant en France, je prononçais encore le U du mot guerre. Guerre. Son accent d'ailleurs, qui va le suivre pendant longtemps, si vous l'avez entendu parler, lui jouera des tours, on raconte qu'il a été recalé à l'oral de l'agrégation, on lui a conseillé de ne pas y aller à cause de cet accent. Peu avant la guerre, il obtient donc la nationalité française au début des années 30, qui lui a sauvé la vie, puisqu'il a été prisonnier en tant que soldat français et pas déporté en tant que juif. Et à cet apprentissage tardif, voilà pourquoi je voulais insister là-dessus, j'insiste souvent avec mes élèves d'ailleurs, peut-être qu'on peut apprendre le français à 18 ans et être un des plus grands écrivains philosophiques de langue française. Donc cet apprentissage tardif de la langue qui allait devenir celle de son écriture philosophique, nous devons cette expression si singulière que celle de Lévinas, qui frappe, je crois, tout lecteur qui ouvre un de ses livres. Une langue puissante mais décalée, imagée et suggestive, soucieuse de faire retentir dans les mots leur sédimentation et leur mûrissement, leurs harmoniques étymologiques qui jouent beaucoup avec l'étymologie constamment, et n'hésitant pas cependant, ou, pour être plus exact, il faudrait dire hésitant de moins en moins, parce qu'il y a une évolution de la langue de Lévinas au fur et à mesure de son œuvre, hésitant donc de moins en moins à mettre à mal la syntaxe, la ponctuation. Vous avez pu tirer chez Lévinas, c'est quelque chose, la syntaxe aussi, la forme classique de la phrase, et introduisant sciemment dans la prose philosophique ce qu'il appelle lui-même les germes de la poésie, qui lui interdisent à cette langue philosophique de se refermer sur elle-même et de prétendre à épuiser le réel. Langue de Lévinas toujours attentive, enfin, derrière une forme de classicisme, puisque Corneille, derrière une forme de classicisme, aux accros du langage. Tous ces moments où le dire transparaît derrière ce qui est dit. Je vous donne un exemple, peut-être pour ne pas être trop abstrait. Je vous donne un exemple du génie littéraire et philosophique de Lévinas, en vous lisant un petit passage du livre que tu as mentionné, qui s'appelle De l'existence à l'existant, qui est un livre de 1947, donc un livre de jeunesse dans l'œuvre de Lévinas. Et le passage que j'ai choisi, c'est un passage qui parle de la lassitude. Lassitude que Lévinas va transformer en une notion philosophique précisément. Alors vous allez voir, il faut se rappeler que la personne qui écrit ici a appris français il y a 20 ans. Il existe une lassitude qui est lassitude de tout et de tous, mais surtout lassitude de soi. Ce qui lasse alors, ce n'est pas une forme particulière de notre vie, notre milieu, parce qu'il est banal et morne, notre entourage, parce qu'il est vulgaire et cruel. La lassitude vise l'existence même. Au lieu de s'oublier dans la légèreté essentielle du sourire, où l'existence se fait innocemment, où dans sa plénitude même elle flotte comme privée de poids, et où gratuit et gracieux son épanouissement est comme un évanouissement, l'existence dans la lassitude est comme un rappel d'un engagement à exister, de tout le sérieux, de toute la dureté d'un contrat irrésiliable. Il faut faire quelque chose, il faut entreprendre et aspirer. En dépit du faux sourire du sceptique intégral, qui s'abstient d'agir et d'aspirer après avoir mis en suspens ses jugements, l'obligation du contrat s'impose comme un « il faut » inévitable, présent comme une âme au fond de la nécessité d'agir et d'entreprendre, et lui donne son accent. C'est de cette obligation dernière que la lassitude est cependant un impossible refus.
C'est de l'existence même et non de l'un de ces décors, dans la nostalgie d'un ciel plus beau, que dans la lassitude nous voulons nous évader. Évasion sans itinéraire et sans terme. Elle n'est pas pour accoster quelque part. Comme pour les vrais voyageurs de Baudelaire, il s'agit de partir pour partir. Voilà. La phrase de Lévinas, un exemple de phrase de Lévinas. Alors, cette phrase, évidemment, ce petit passage m'offre l'occasion d'une petite parenthèse, mais qui fait partie de mon hommage sur le rapport de Lévinas à la poésie. Très frappant. Totalité infinie, grand livre, le premier grand livre. Le premier des deux, Totalité infinie et Autres enquêtes sont les deux grands ouvrages philosophiques de Lévinas. 61, Totalité infinie, à ma connaissance, est le seul livre de philosophie qui commence et qui finisse par des citations poétiques. Les premiers mots du livre sont une citation de Rimbaud, les derniers de Baudelaire. À mon avis, unique. Je peux me tromper, mais ça fait longtemps que je fais de la philosophie, j'ai jamais vu. Donc, je dis le début du livre, c'est pas l'introduction, mais c'est le premier chapitre. Premier chapitre, ça commence comme ça, Totalité infinie, c'est Rimbaud, donc, la vraie vie est absente. Ce sont les premiers mots du livre. La vraie vie est absente. Et Lévinas prend immédiatement le contre-pied du poète, puisque dans Une saison en enfer, Rimbaud écrivait ceci, donc, la vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Lévinas, maintenant, début de Totalité infinie, la vraie vie est absente, mais nous sommes au monde. Mais nous sommes au monde. La métaphysique surgit et se maintient dans cet alibi. Alors, je sur la langue tout le temps. Alibi, le premier sens, c'est ailleurs. Donc, la vraie vie est absente, mais nous sommes au monde. La métaphysique surgit et se maintient dans cet ailleurs. On est passé en 2 phrases de la poésie au cœur de la méditation philosophique. Pour le début de Totalité infinie. Et maintenant Baudelaire. Baudelaire, la fin de Totalité infinie, vraiment les derniers mots. Je cite, l'ennui, fruit de la morne curiosité qui prend les proportions de l'immortalité. Ça s'arrête comme ça. Point final de Totalité infinie. Alors, je vous explique très vite le contexte. Lévinas est en train d'opposer ce qu'il appelle, je cite, le sujet vivant dans le temps infini de la fécondité, d'une part, à l'être isolé et héroïque que produit l'État, de l'autre. Et il prétend trouver dans le vers de Baudelaire la vérité, l'expression de la vérité de l'homme héroïque tel que l'a conçu la philosophie, par exemple, d'un Hegel. Et là encore, voilà, poésie et philosophie se rejoignent. La première inquiétant légèrement les conclusions martiales et imposantes de la seconde. Alors évidemment, ces citations, vous l'aurez compris, je pense, n'ont absolument rien à voir avec un argument d'autorité. Elles inaugurent ou elles achèvent des développements qui sont plus classiquement philosophiques, mais le fait est absolument frappant. Lévinas a vécu à ce point dans les textes écrits en français qu'il était capable de mobiliser pour sa propre pensée et de les citer sans penser devoir mentionner le nom, parce qu'il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a pas de note, il n'y a rien. Les phrases entre guillemets, point. Donc sans devoir mentionner le nom de leur auteur, tant leur connaissance était, croyait-il, universellement répandue. Lorsqu'il a cherché à exprimer dans un séminaire l'indéniable étrangeté de la langue de Lévinas, mon maître, donc Béni-Lévy, plus l'élève, plus le disciple, enfin voilà, mon maître Béni-Lévy a avancé une formule heureuse, je crois. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que l'écriture de Lévinas, ou sa langue, est une langue haletante. Haletante, alors c'est intéressant parce que c'est une notion dont Lévinas fait grand cas dans Autres enquêtes, le halètement avec un H, halètement, pas l'halètement. Et voilà comment Béni dit la chose. En tant qu'elle est philosophique, l'écriture de Lévinas est une écriture par notion. En tant qu'elle possède de l'écriture avec un E majuscule, elle est souffle. Une écriture qui soit à la fois notion et souffle, c'est une écriture haletante. Voilà, écriture haletante. Alors, Ghislaine, quand on a discuté, m'a rappelé que sa parole, la parole de Lévinas, ne l'était pas moins haletante. Oscillant, si vous voulez, entre une forme, si vous l'avez déjà entendu, oscillant entre une forme d'épuisement, de jugement, comme c'est pas du tout, je n'entends rien du tout. Et puis de lyrisme débordé d'excitation joyeuse, parce que c'était très impressionnant. De fois en conférence, c'était vraiment très impressionnant. Il marmonnait, et puis d'un coup, ça montait comme ça. Donc aussi une forme d'oralité haletante, si vous voulez. Je crois que tout lecteur de Lévinas peut reconnaître dans la formule de Béni-Lévy, donc écriture haletante, le premier sentiment qu'évoque, qu'on éprouve à la lecture des textes de Lévinas. Ce sentiment, moi, je le définirais comme ça, sentiment d'une attirante étrangeté. Pas inquiétante, attirante.
Donc maintenant, deuxième élément décisif dans mon hommage, là ce que je viens de dire c'est la chose suivante, que Gisèle avait déjà dit un peu, c'est que le français philosophique de Lévinas a été enrichi constamment par une pratique polyglotte. Lévinas parlait russe, lituanien, hébreu, allemand, néerlandais, yiddish, en plus du français. Et donc sa langue a été toujours nourrie par cette pratique polyglotte, et aussi elle a été fécondée par ce que Lévinas appelle des expériences pré-philosophiques, des expériences notamment la formulation philosophique, l'élaboration philosophique, parmi lesquelles ce qu'il appelle donc la dimension biblique du sensé. Dimension biblique du sensé, ça veut dire des simples, la Torah, sa langue et ses commentaires, que Lévinas a étudié. Et je trouve que cette dimension biblique du sensé joue un rôle important et inhabituel pour un philosophe. Rares sont en effet, je vais essayer de donner des exemples, rares sont en effet en France les textes philosophiques d'importance en tout cas, qui au détour d'une note de bas de page, qui porte sur un passage absolument capital du livre, mentionne une page du Talmud. On l'a vu en totalité finie, une fois. Lévinas élabore une sorte de dialogue assez improbable entre la République de Platon et le traité Samuel. En français, je crois que c'est unique. Rares sont les textes philosophiques dont on pourrait dire qu'ils sont des commentaires des premiers chapitres de la Genèse. Or, c'est le cas de la deuxième section de Totalité Infinie, qui s'appelle Intériorité et Économie, qui est un commentaire, ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, mais c'est évident pour qu'il étudie les premiers chapitres de la Genèse. Rare enfin, les traités de philosophie qui mentionnent, c'est encore de Totalité Infinie, la, je cite, possibilité d'une existence sabbatique, au milieu d'un développement sur la création. En français, c'est vraiment assez rare. Et évidemment, je n'oublie pas les fameuses lectures talmudiques, qui sont là aussi, je crois, exercice si particulier, leur nouveauté en langue française, qui ont permis aussi à beaucoup de lecteurs de découvrir l'existence même du Talmud en vérité, et qui furent, pour ce qui concerne l'œuvre de Lévinas, d'une certaine façon le laboratoire de sa pensée, parce que si on regarde de près, il y a énormément des grandes notions philosophiques de Lévinas qui se sont d'abord forgées dans les lectures talmudiques. Pendant longtemps, ceux qui connaissent un peu Lévinas, il y a eu une sorte de thèse accréditée par Lévinas lui-même qui disait voilà, il faut séparer entièrement les textes philosophiques d'une part et les textes juifs, disons, de l'autre. Parfois il disait confessionnels, aujourd'hui, pas confessionnel pour le coup. Donc il y avait cette thèse-là. En fait, cette thèse, n'importe quel lecteur de Lévinas voit qu'elle ne résiste pas à la lecture. Tant les échos, tant les interactions sont innombrables. Alors, écriture haletante, disais-je, elle se donne aussi son écriture ou sa pensée, et son propre aveu, comme une écriture en palimpseste, une écriture sur une autre écriture, en palimpseste. Je cite dans Humanisme de l'autre. Les écritures saintes, lues et commentées en Occident, ont-elles incliné l'écriture grecque des philosophes ou ne se sont-elles unies à elles que tératologiquement? Philosopher, voilà la formule, philosopher. Est-ce déchiffré dans un palimpseste une écriture enfouie? Question. Cette question, philosopher, est-ce déchiffré dans un palimpseste une écriture enfouie? Je crois qu'on peut l'appliquer entièrement, intégralement à l'œuvre de Lévinas, œuvre qui possède en vérité une sorte de profondeur, d'épaisseur qui fait que jamais elle ne s'épuise dans son sens de vie, mais qu'elle contient la plupart du temps des réserves absolument inattendues de signification. Donc je me permets à nouveau, pour essayer de faire entendre ce point-là, de vous rapporter ce que disait Denis Lévy de cette écriture inouïe de Lévinas. Alors là, je cite un entretien radiophonique. Vous verrez, c'est assez oral comme expression, c'est pas un texte écrit. Voilà ce que dit Denis Lévy. La phrase de Lévinas m'a montré qu'il était possible de dire en français les choses de l'hébreu. J'ai été subjugué par l'écriture de Lévinas. Pas l'écriture au sens rétréci de style, non. Mais la possibilité de faire entendre les résonances les plus fines d'un texte talmudique dans une phrase en français, avec cette hauteur et cette frappe de la phrase. C'est ça qui m'a sans doute donné le courage d'écrire à nouveau. Parce que finalement, ce que j'écrivais était passé par la langue politique. Une allusion au passé maoïste de Denis Lévy, chef de la gauche prolétarienne. Et j'avais un vrai problème de réveil au niveau des mots. J'aurais pu me réveiller simplement avec les mots de l'hébreu, privé que j'étais d'une confiance suffisante dans les mots français. Or, Lévinas m'a donné cela, la possibilité. Et je ne parle pas maintenant en termes de thèse. Est-ce qu'il faut faire une synthèse de la pensée juive et de la pensée grecque? C'était plus décisif que des idées. C'était cette confiance dans une écriture qui arrache une signifiance
à l'horizon hébraïque. C'est cela qui m'a donné. Bel hommage aussi. Alors l'écriture de Lévinas a produit des effets puissants et elle a favorisé, c'est un point important aussi, le retour à l'étude des textes juifs de quelques penseurs pour qui le judaïsme n'avait été jusque-là qu'un mystère sur lequel on faisait généralement silence. Donc, non seulement, si vous voulez, Lévinas a parlé et écrit magnifiquement de l'être juif, mais il a suscité la parole et parfois le retour des autres. Alors, je le mets maintenant en perspective philosophique. Dans ses tout premiers travaux, depuis ses tout premiers travaux, Lévinas s'est intéressé à l'idée de l'évasion. C'est une notion très fréquente chez lui. Un de ses textes de jeunesse, 1935, s'appelle d'ailleurs De l'évasion. Très beau texte, si vous avez l'occasion de lire, magnifique. Et il a été écrit à un moment où Lévinas était un célèbre inconnu, si je puis me permettre. Donc, thème de l'évasion, thème de la sortie, de l'exode, ou en termes plus abstraits, plus philosophiques, de la transcendance, voire de l'excendance. C'est un néologisme que crée Lévinas en 1935, justement, dans le texte de l'évasion, parce que le mot de transcendance ne lui va pas très bien à ce moment-là, il cherche quelque chose. C'est aussi ce qui est fascinant chez Lévinas, c'est quelqu'un qui construit son œuvre petit à petit, et donc excendance en 1935. Après, ce sera abandonné, il dira toujours transcendance. Enfin, il a toujours été intéressé par cette idée-là, et je crois qu'on retrouve la trace de cet intérêt, y compris dans les titres des ouvrages majeurs, puisque Totalité infinie dont j'ai parlé, le sous-titre, essai sur l'extériorité, la sortie, voilà, et puis, autrement qu'être, au-delà de l'essence. Au-delà. Alors, question toute simple, de quoi est-ce qu'il s'agit de sortir? Enfin, pour quelqu'un qui est philosophe comme Lévinas, c'est évident, il s'agit de sortir de la philosophie. Comme si, je vais expliquer pourquoi, comme si celle-ci, la philosophie, le discours philosophique, secrétant son propre enfermement dogmatique, sorte d'enquistement de la langue philosophique, comme si, voilà, il fallait sans cesse qu'on la revitalise, qu'on la remette en mouvement. Et cette renaissance, ou ce renouvellement, ce ridouche, je peux dire en hébreu, nécessite peut-être autre chose que la philosophie. Justement, en parlant du limoud, en parlant d'étude de la Torah, Lévinas a émis l'hypothèse que cette étude mène, je le cite, au-delà de la philosophie. Donc, voilà, tout ce que je viens de dire le montre, sans rentrer trop dans les détails. Lévinas n'a pas cessé de jouer avec les limites et les limitations du logos philosophique aux deux sens, de langue et de rationalité, puisque le mot signifie quelque chose. Alors si on s'étonne de cette inconséquence, pourquoi un philosophe cherche à sortir de la philosophie, rappelez tout simplement que tous les grands philosophes, tous, ont traqué dans la philosophie elle-même ces moments où elle se dépasse et où elle cherche à échapper à sa propre fixation. Je donne deux exemples très simples. Platon invite à penser un au-delà de l'essence. Il propose une alternative à la réduction de la philosophie à l'ontologie, l'étude de ce qui est. Descartes, deuxième exemple, introduit au cœur même d'un rationalisme exigeant, c'est le moins, il a introduit l'idée de l'infini. L'idée de l'infini présente en l'homme sans qu'il soit capable de l'avoir produite. Voilà. Encore une percée, un dépassement de la philosophie par Descartes, par l'un des philosophes les plus importants. Voilà, ces passages, ces percées au-delà du discours philosophique, ces moments comme ça d'échapper à la gangue de la langue philosophique sont précisément ceux que Lévinas a le plus commenté chez les autres philosophes. Et voilà, troisième raison de l'importance de Lévinas, troisième point, Lévinas était un lecteur remarquable. Il était un lecteur absolument remarquable, scrutant les textes des autres, les soumettant à son rythme particulier, réveillant, disons, les braises sous les cendres, selon l'image dont Israël et le désert dans le Pirkei Avot, pour décrire les paroles des sages. Je cite Lévinas. Les vrais livres ne sont-ils que livres? Ne sont-ils pas aussi la braise qui dort sous les cendres, comme les paroles des sages selon Rabbi Eliezer? La flamme traverse ainsi l'histoire, sans brûler en elle, mais la vérité illumine celui qui ranime de son souffle la flamme endormie, plus ou moins. C'est une question de souffle. On retrouve la question du ranimement et du souffle. Alors, j'ai un exemple éventuel à développer, ça va être un tout petit peu technique, j'essaye de le faire le plus simplement possible, mais pour vous donner une idée quand même du travail que Lévinas fait sur des textes philosophiques les plus classiques. Alors, il s'agit de sa lecture, parce que Lévinas a une lecture qui renouvelle profondément la compréhension qu'on pouvait avoir auparavant de la troisième méditation de Descartes, dans les méditations métaphysiques. Voilà, troisième méditation, le titre de la troisième méditation, c'est « De Dieu, qu'il existe ».
un texte très célèbre qui contient la fameuse preuve cartésienne de l'existence de Dieu. Alors, je présente ça très synthétiquement. Dans les deux premières méditations, Descartes, qui cherche à fonder les sciences, c'est son projet, a appliqué un doute méthodique à toute chose. Il a montré qu'on pouvait douter de toutes les informations que nous procurent nos sens, non pas parce qu'elles sont nécessairement fausses, mais parce qu'elles sont toujours douteuses, étant donné que les sens nous trompent parfois. Donc, on écarte tout ce qui vient des sens. Il a ensuite montré qu'on pouvait aussi douter de ce qui vient de notre raison, et, je passe les détails évidemment, et au moment où il menaçait de sombrer dans un scepticisme intégral, ou, pour le dire en image, dans les sables mouvants d'un but hyperbolique, d'une totale absence de certitude, il a eu ce coup de génie de tirer de son désarroi lui-même la première vérité. La première vérité, c'est celle de son existence. Je peux douter, je vais parler comme Descartes, je peux douter de tout ce que je suis, mais il m'est impossible de douter que je suis. Ma pensée, même si elle est totalement fausse, totalement erronée, implique que j'existe. Donc c'est la première vérité. Je suis, j'existe. Première vérité. De là, Descartes va en tirer d'autres. Je suis, j'existe. Alors deuxième vérité, qu'est-ce que je suis? Moi qui suis certain d'exister, je suis une chose pensante, parce que je l'ai su en pensant. Donc je suis une chose pensante, ou quelque chose qui pense. C'est la deuxième vérité. Et alors qu'est-ce que c'est qu'une chose pensante? Une chose pensante, c'est une chose qui possède et qui manipule des idées. D'où l'examen des idées dans la troisième méditation. J'arrive à la preuve de l'existence de Dieu. Un examen des idées. Alors Descartes se pose la question, d'où viennent-elles les idées qui sont en nous? D'où viennent-elles? Deux possibilités immédiates. Soit elles viennent de nous-mêmes, des choses qu'on produit par nous-mêmes, des fantasmes, très bien. Soit elles viennent de nous-mêmes, soit elles viennent de ce qui nous entoure. Donc les idées venues du dehors, il les appelle les idées adventices, les idées que nous produisons nous-mêmes, il les appelle des idées factices. Mais alors factices pas au sens moderne du terme, c'est pas fausse, faites par nous. Factice, c'est le latin ici, faites par. Donc, idée adventice, idée factice. Et puis, troisième possibilité, puisque les philosophes depuis longtemps avancent cette idée, qu'il pourrait y avoir aussi des idées innées en nous, des idées qui ont toujours été là et qui seraient évidemment réveillées à l'occasion de certaines expériences. Alors, Descartes dit la chose suivante, en gros, les idées que nous pensons venir de l'extérieur, en réalité, elles peuvent parfaitement venir de nous. Alors, très simple, sans faire. Voilà. Si vous prenez un romancier est à même de créer un monde, des personnages, qui n'existent d'ailleurs d'abord nulle part ailleurs que dans son écriture, sous sa plume, et puis qui existent ensuite parce que des gens le lisent. Prenez Tolkien, voilà, il invente un monde. L'esprit humain a cette puissance. Donc, toutes les idées pourraient donc renvoyer, il Descartes, à la puissance productrice de l'entendement humain. Toutes n'étaient l'idée de Dieu. L'idée de Dieu. Il y a un hic, il y a un caillou dans la puissance de l'entendement humain, c'est l'idée de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que l'idée de Dieu? Voilà, Descartes dit la chose suivante. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont, s'il est vrai qu'il en est qui existent, ont été créées et produites. L'idée de Dieu, donc si on la réduit au minimum, Descartes dit, c'est l'idée de l'infini. L'idée de l'infini qui se trouve en chacun de nous. Vous avez fait des maths, il y a l'idée de l'infini. Donc l'idée de l'infini se trouve en chacun de nous, dit Descartes. Et évidemment, cette idée ne peut pas venir de l'extérieur. Parce qu'on ne perçoit jamais l'infini. Même si, face à l'immensité, on peut percevoir quelque chose qui ressemble, mais c'est l'indéfini, c'est pas l'infini. Donc on ne peut pas percevoir l'infini. Et les Descartiens, on ne peut pas non plus produire nous-mêmes cette idée d'infini. Pourquoi? Parce que nous sommes finis. Si vous ajoutez du fini au fini, vous n'atteignez jamais l'infini. Donc, impossible que nous soyons l'origine de cette idée. C'est la seule idée qui fait exception. Et donc Descartes dit, voilà, cette idée, elle témoigne de notre création, elle est comme la signature de Dieu sur son ouvrage. Je ne commande pas Descartes, je ne m'arrête pas sur la chose, je vous la rapporte simplement. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire ce que Lévinas en fait. Donc Lévinas, dans un petit texte qui s'appelle Dieu et la philosophie, dans un recueil qui s'intitule De Dieu qui vient à l'idée, et vous aurez les résonances cartésiennes évidemment de ce titre, il dit la chose suivante, toujours dans sa prose magnifique. Dans sa méditation sur l'idée de Dieu, Descartes a dessiné le parcours extraordinaire d'une pensée allant jusqu'à la rupture du je pense avec une rigueur inégalable. Ce ne sont pas les preuves de l'existence de Dieu qui nous importent ici, mais la rupture de la conscience, qui n'est pas un refoulement dans l'inconscient, pour les mots ici présents, mais un dégrisement ou un réveil secouant le sommeil dogmatique qui se dort au fond de toute conscience reposant sur l'objet.
Donc, que fait Lévinas? Souverainement, Lévinas laisse de côté la question des preuves de l'existence de Dieu. C'est pas ça qui m'intéresse, dit-il. Et il concentre sa lecture sur le fait que l'idée d'infini témoigne de la présence en nous d'une véritable altérité. Toutes les autres altérités étant relatives. Véritable altérité qui interdit à notre conscience de se refermer sur elle-même. Et il voit l'impossibilité de toute complaisance vis-à-vis de soi-même, la rupture de la conscience, comme il le dit, pensée par celui-là même, Descartes, qui aura installé la conscience au cœur de toute réflexion philosophique. Bref, si vous voulez, Lévinas redonne à ce texte une espèce de dynamique, une espèce de portée métaphysique qui pourrait passer inaperçue si on avait un simple énoncé théologique, finalement original par rapport à toutes les preuves d'existence de Dieu qui ont précédé, mais finalement assez banal au bout du compte. Voilà. Donc, plus tard, Lévinas va contester l'idée même qu'il faille, à propos de Dieu, parler d'idée, justement. Parce que si l'idée, c'est ce que l'esprit peut concevoir plus ou moins clairement et distinctement, pour reprendre Descartes, alors force est de constater que l'idée de Dieu déborde du cadre de l'idée. En tant qu'elle est unique, elle se distingue, si vous voulez, de toutes les autres idées. D'où la question de Lévinas. Après tout, ne faut-il pas substituer une pensée, non pas de l'idée de Dieu, ne faut-il pas substituer à cette idée, d'une idée de Dieu, la notion du nom de Dieu. Et dans la citation de Descartes tout à l'heure, vous avez entendu qu'il commençait comme ça, même s'il n'en fait rien. Par le nom de Dieu, j'entends. Lévinas va s'emparer de ça, évidemment, avec la tradition hébraïque derrière. On s'entend, Hachem. Donc, le nom. Donc, le nom, pourquoi? Parce que le nom, ça désigne non tant un quoi, un quelque chose, un qui, un quelqu'un. Et donc, ça garde la singularité de la chose. Je vous dis autrement, Dieu comme idée est encore visé par une intentionnalité, et donc il est réintégré dans le champ de ce qui existe, de ce qui est. Dieu est un étant. Alors que si on considère Dieu en tant qu'il est désigné par un nom propre, précisément, il y a une possibilité qu'il échappe à ce qu'on appelle l'ontologie. Alors, quatrième et dernier point de mon ouvrage, qui découle de ce que je viens de dire en partie, c'est le fait que la pensée de Lévinas, qui est profondément originale, s'est quand même toujours déployée dans un dialogue intense avec d'autres philosophes majeurs. Je vais en donner quelques exemples. La première chose, Lévinas a été l'un des introducteurs principaux de la phénoménologie en France. En tant que traducteur, puisqu'il a traduit les méditations cartésiennes d'Husserl avec Michel Pfeiffer, donc un des premiers textes auxquels les lecteurs français ont eu accès à Husserl, et en tant que commentateur, puisqu'il a consacré sa thèse à l'intuition, à la théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Donc, de ce point de vue, il a joué un rôle absolument décisif dans le devenir de la philosophie française, parce que la philosophie française de la deuxième moitié du XXe siècle, la phénoménologie joue un rôle absolument considérable, et on le doit en partie à Lévinas, qui a été, encore une fois, un lecteur avant d'inventer sa propre pensée. Mais alors, ce qui est remarquable, c'est que dans ses travaux, même ses travaux universitaires, sa thèse consacrée à Husserl, et thèse qui intéresse encore les spécialistes aujourd'hui, quand on étudie Husserl, on regarde parfois Lévinas. Autre chose, mais aussi Lévinas. Et ces travaux, même universitaires sur Husserl, n'ont jamais été placés sous le signe des études historiques. Je le cite, c'est au début de Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Il dit la chose suivante. Notre but et notre méthode ne sont pas historiques. Nous n'avons pas l'intention de rechercher l'origine des concepts husserliens dans l'histoire de la philosophie. Non, enfin non, c'est moi, pardon, c'est pas Lévinas. Maintenant, je reviens à Lévinas, je vous donne la suite de sa phrase. Nous voudrions étudier et exposer la pensée de Husserl comme on étudie et expose une philosophie vivante. J'insiste sur ce point, moi, maintenant. Ce souci constant chez Lévinas de n'aborder les textes philosophiques que du point de vue de leur vitalité, de leur actualité, c'est-à-dire de leur capacité à être actualisés, à dire encore quelque chose du présent, même s'ils ont été écrits il y a des siècles. C'est pas le cas pour Husserl, mais c'est pas le cas pour Platon. Ce souci fut constant, et il explique le dialogue que Lévinas n'a pas cessé d'entretenir avec les philosophes. Alors Bergson, très présent, Husserl, on l'a dit, Heidegger aussi, mais encore Franz Rosenzweig, dont tu as parlé tout à l'heure, qu'il a fait aussi connaître au public français. Rosenzweig, c'est un philosophe majeur, philosophe juif allemand du début du XXe siècle, c'est une œuvre extraordinaire, inconnue du public français, avant que Lévinas n'en parle. Et puis aussi, son contemporain le plus proche, Sartre. Alors j'insiste un tout petit peu là-dessus, on l'ignore souvent, mais en fait l'œuvre de Lévinas peut être lue, évidemment, il ne s'agit pas de la réduire à ça, mais elle peut être lue comme un dialogue incessant avec Sartre.
et je vais oser la chose suivante. Au début de Totalité infinie, Lévinas dit, en parlant de Rosenzweig, il dit « trop souvent présent pour être cité ». Mais je crois qu'on peut dire exactement la même chose de Sartre. Je vous l'explique. Dans Totalité infinie, le nom de Sartre n'apparaît qu'une seule fois. Une seule fois. Mais en fait, L'être et le néant, le livre de Sartre, c'est, on peut le dire, je crois, c'est la trame sur laquelle Lévinas tisse son œuvre. Je vous donne un tout petit exemple. On lit ceci dans Totalité infinie, c'est à la page 83 de l'édition de Poche. On lit la chose suivante. L'existence en réalité n'est pas condamnée à la liberté. N'est pas condamnée à la liberté, mais elle est investie comme liberté. Bon, alors il n'y a pas Sartre. Enfin, l'existence n'est pas condamnée à la liberté. Vous entendez nécessairement, si vous connaissez un tout petit peu Sartre, en tout cas la phrase. L'homme est condamné à être libre. Donc c'est une réponse à ça. Alors je signale entre parenthèses, ça m'intéresse énormément, le dialogue entre ces deux, c'est que quand Sartre a essayé d'expliquer sa propre formule, puisque Sartre est très fort pour les formules, mais le problème des formules, c'est que ça suggère beaucoup, on les retient facilement. Quand on essaie de leur donner un sens précis, c'est très difficile. Tout le monde sait l'enfer c'est les autres. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire l'enfer c'est les autres? C'est Sartre, je me défie de me l'expliquer, parce que je ne fais pas la bêtise qu'on dit d'habitude. Donc Sartre était victime de son propre sens de la formule. Et à un moment, il essaie de réfléchir sur sa formule, l'homme est condamné à être libre, et c'est dans des textes posthumes, c'est dans les cahiers pour le moine. Ce qu'il dit à ce moment-là, c'est que ça veut dire une liberté investie. Le même mot qu'a utilisé Lévinas, mais Lévinas n'avait pas encore écrit ce mot. C'est avant. Donc, alors évidemment, quand on fait l'étude précise, on voit que investi, ça ne veut pas du tout dire la même chose chez Lévinas et chez Sartre. Enfin, il y a cette espèce de proximité troublante constamment entre les autres qui fait que Béni Lévy, encore lui, parlait d'une différence infinitésimale entre ces deux auteurs. Différence infinitésimale. Une vraie différence, mais alors je souligne un petit peu la proximité, puis j'ai quasiment fini. Donc Sartre et Lévinas, ils ont la même formation phénoménologique. Ils découvrent tous les deux Heidegger, alors qu'ils étaient partis écouter Husserl. Tous les deux, pareil, en allemand. Ils vivent à la même époque. Ils vivent à peu près dans la même atmosphère intellectuelle. Mais il y a encore plus, et je crois qu'on pourrait écrire une histoire de la philosophie française de la deuxième partie du XXe siècle en décrivant, si vous voulez, le parcours croisé. Alors je vous donne deux éléments. Peut-être en rappelant d'abord l'inégalité de leurs relations, la symétrie, comme dirait Lévinas, parce que Lévinas, lui, a toujours été très attentif à ce que Sartre écrivait. Il l'a beaucoup lu, il l'a dit lui-même. Il a écrit des textes somptueux après la mort de Sartre, qui témoignaient de son attachement à ce penseur, malgré les différences, évidemment, son attachement. Alors que Sartre, de son côté, vous savez, Sartre ne lisait pas beaucoup ses contemporains, souvent ça lui servait, il n'a pas beaucoup lu Lévinas. Il l'a cité très brièvement, et dans des textes qui ont été publiés de façon posthume. Donc, de toute façon, il n'y a pas eu de trace de Lévinas dans l'œuvre de Sartre. Et pourtant, c'est ça qui m'intéresse, en 1939, Sartre a publié un texte somptueux qui s'appelle Visage, avec un S. Visage. 39. 39, ça veut dire à une époque où Lévinas n'avait jamais utilisé ce terme. Jamais. C'est pas encore apparu dans sa pensée. Donc, Sartre écrit ce petit texte Visage. Dans ce texte, il met en relation le visage avec la transcendance. C'est frappant. Moi, je m'amuse de temps en temps dans des séminaires de philosophie que je fais à lire ces textes de façon anonyme. Je ne leur dis pas qui c'est. Je le lis. Tout le monde me dit, enfin, tout le monde qui a une formation philosophique, me dit, ah, mais c'est Lévinas. Visage, transcendance. Ça dit comme on pense. Donc, on ne pense pas. On pense comme ça. C'est Sartre. C'est pas Lévinas. Très bien. Ça, c'est un élément. Et maintenant, Lévinas, de son côté, 1935, dans De l'évasion, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a un chapitre de l'évasion qui est consacré à la nausée. Pas la nausée, le livre de Sartre, qui n'est pas paru en 1935, il est paru en 1938, le livre de Sartre. Mais le phénomène de la nausée, c'est quand même incroyable. Sartre a parlé du visage avant Lévinas a parlé de la nausée avant Sartre. Vous avez un chiasme là, vous avez quelque chose qui, moi, me paraît absolument extraordinaire, parce que ça veut dire qu'il y a un entrelacement entre leurs deux pensées et qui va bien au-delà des références, des influences assumées. Il y a un dialogue profond, très profond entre ces deux pensées. Alors je conclue. Une image en disant la chose suivante. En fait, Lévinas, c'est ce qui est formidable chez lui, je crois, est quelqu'un de totalement atypique dans le paysage intellectuel français. Il est entré à l'université extrêmement tardivement, il avait 58 ans, je crois. Et il jouissait déjà d'une reconnaissance internationale. En tant que philosophe, c'est-à-dire, je veux dire, pendant sa période de production philosophique, pendant sa grande période de production, Lévinas n'a pas été un universitaire. Ça veut dire que sa philosophie s'est élaborée
à l'égard de tout académisme. Et il faut avoir conscience du fait que les philosophes qui ont pensé en dehors du cadre académique, en France, sont assez peu nombreux. C'est encore un point que Lévinas partageait avec Sartre, même si Sartre, c'est un pur produit du système éducatif français. C'est de l'ENS. Même si après, il a arrêté d'enseigner. Donc la reconnaissance institutionnelle tardive de l'importance de la pensée de Lévinas, évidemment, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il est étudié dans les universités du monde entier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que son œuvre n'aurait eu, si vous voulez, ni cette fraîcheur, ni cette puissance, s'il avait suivi un parcours plus classique. Son isolement initial, il connaissait très peu de monde, il était connu de très peu de monde. Sa fonction de directeur de l'ENIO pendant des décennies. Les 700 exemplaires vendus de Totalité Infinie à l'apparition du livre. 700 exemplaires. Aujourd'hui, c'est un livre qui est traduit dans toutes les langues du monde. Il y a 2-3 traductions en japonais, par exemple. On est devenu 700 exemplaires, pas grand-chose finalement. C'est presque un succès aujourd'hui, les ventes de livres. Enfin, 700 exemplaires. Tout ça fait l'étrangeté, la grandeur et l'actualité de sa pensée. Je crois, c'est pour ça que je n'ai pas parlé des conventions lévinassiennes, vous m'en excuserez, j'espère, c'est mon nom, enfin c'est pas grave. Je crois précisément que la grandeur et l'actualité de Lévinas ne se trouvent pas dans ce que tout le monde a cru identifier. Alors je fais très caricaturalement, mais une pensée de l'éthique qui substitue à la crispation sur le même une attention aiguë à l'autre. Bien sûr que ça se trouve dans Lévinas, évidemment, mais je ne crois pas que ce soit là la grandeur et l'originalité. Je crois que celle-ci réside dans sa capacité toujours renouvelée à surprendre et dans son incessante invitation, sinon au voyage, pour continuer ma métaphore avec la poésie, du moins à l'évasion. Parce que profondément, je crois que s'évader ou devenir étranger, dernier mot de Béni Lévy, s'étrangéiser, ça ne signifie rien d'autre au fond que penser vraiment. Et c'est exactement ce qu'a fait magnifiquement Lévinas. Je crois que c'est ça, son étrangeté le rend particulièrement actuel. Fin de l'hommage. Merci. Magnifique exposé. Non, voilà, est-ce que d'abord un grand merci à Gitanus pour ce brillant exposé, pour cette introduction à l'idée même de la philosophie de Lévinas. On va peut-être passer à quelques questions avant d'interrompre notre matinée, puisqu'il y a encore un programme chargé l'après-midi. Des questions? Oui. Oui, d'abord, merci pour cet hommage. C'était passionnant. J'aurais eu 1000 questions à poser au fur et à mesure que j'ai oublié. Alors, la question que je vais poser, mais avant de la poser, la réflexion concernant la culpabilité sartrienne, sur cette idée de la liberté. Voilà. Et ça, c'est vrai que on a l'impression que c'est un vrai tournant. Concernant l'idée que l'homme était investi de la liberté par quelque chose qui lui est supérieur, qui est propre à Lévinas, et c'est vrai, c'est un vrai tournant. Non, ma question, elle est simple. Elle est à quel moment de la vie de l'un, enfin de Lévinas et de celle de Heidegger, puisqu'il en était l'élève, est arrivée la formule de l'existant et de l'existé et de l'existant en réponse à l'être et les temps. Et à quel moment de la carrière de Lévinas, est-ce que c'est une réponse à la philosophie, comme vous avez dit, contre la philosophie, ou une forme d'approche différente de l'être et de l'état? Alors, c'est une question technique. Effectivement, il y a un usage comme ça, qui n'est pas forcément intuitif pour la langue française. Hein, le livre s'appelle De l'existence à l'existant. Bon, alors, ça renvoie quand même à on est obligé d'expliquer ça, ça renvoie à la décision de certains phénoménologues, en l'occurrence c'est Heidegger, de prendre deux mots au lieu d'un. Alors chez Heidegger, c'est pas existant. Existant, c'est être et étant. Pourquoi? Parce que être, je vais le dire à partir du français, c'est la même chose en allemand, on a le même problème en allemand. Être, c'est un mot ambigu. Ça peut être un verbe, ça peut être un nom. Substantivé, bien sûr, c'est un verbe substantivé, on parle d'un être humain, voilà, c'est un nom.
Et donc, quand on utilise le verbe être, il y a toujours une ambiguïté possible sur ce dont on parle. Donc, les phénoménologues, en l'occurrence Heidegger, se disent, on appelle la différence ontologique, bon, de dire, alors, choisissons le participe, présent, substantivé, existant, étant, plutôt, pardon, chez Heidegger, étant, pour désigner les choses qui sont. Voilà, la bouteille c'est un étang, moi je suis un étang, etc. Et gardons le verbe être pour le simple fait d'être. Voilà, donc il y a cette distinction. Et effectivement, chez Lévinas, qui a donc d'abord découvert Husserl, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit Sartre et Lévinas, si la philosophe a fait un peu le même mouvement à ce moment-là, un peu avant, mais voilà. Donc il découvre Heidegger, et évidemment chez Heidegger il y a une grande importance de la pensée alors, disons de l'existence cette fois-ci, hein, une sorte d'existentialisme, même si le mot ne va pas en contexte français parce qu'on entend ça, mais il y a une importance apportée à l'existence dans la notion de Dasein, etc. Et donc du coup Lévinas lui a toujours utilisé, quasiment jamais être et étant, mais toujours existence et existant. Alors bon, bah, le moment où ça se donne sous la forme d'un titre, c'est 1947, mais déjà dans les travaux antérieurs sur Husserl, il avait déjà joué, puisque vous avez aussi tout un recueil d'articles assez ancien qui s'appelle En découvrant l'existence, avec Husserl et Heidegger. Donc déjà, je pense que dès les années 30, en réalité, au milieu des années 30, avant la guerre, pendant les travaux sur Husserl, cette distinction était présente chez nous. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir arrêter. On m'entend là, oui. On va devoir arrêter. Donc je vous rappelle que d'abord, M. Gilles Lanus peut signer des livres dans la librairie à côté, qu'il y a certains cahiers d'études lévinassiennes qui sont également à disposition, que vous avez la possibilité de prendre un sandwich ici, proposé par notre ami Fred, mais c'est 14 € quand même. Pour les auteurs et pour les membres de l'équipe, ça se passe dans la petite salle, on a un repas qui nous sera servi. Et on reprend à partir de 13h, 13h15 avec le concert du groupe Dr Schnock. Merci à tous. Merci. Oui. Alors, moi, je vais d'abord arrêter ici.